Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve dans Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot, la 91.9 que vous pouvez retrouver, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous recevoir chez vous et on vous souhaite déjà une semaine très gaie et joyeuse à toutes et à tous. Alors, Dingue de Sport fait le bilan de la première édition de Benjamin Boukpeti Open. C'était les 19, 20 et 21 de ce mois à Anéro, on va dire un peu le Las Palmas du Togo. Voilà, une très belle partie du pays, Anéro au niveau de l'embouchure à Miadjoé. C'était des activités, on va dire, bien intenses, bien préparées. On va en parler, vous allez voir. On parle aussi des coupes africaines interclubs avec ASCO et ASK, malheureusement poussés vers la sortie par respectivement Joliba AC du Mali et ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. C'en est terminé pour les rêves de ces clubs-là et tout le public togolais qui attend ou bien qui attendait de voir deux clubs togolais intégrer les phases de poule de la Champions League CAF et de la Coupe de la Confédération africaine de football. Malheureusement, il n'en est rien. On va parler aussi de Semassi qui prend encore Oloufade Adekambi. Il va être le nouvel entraîneur de cette équipe de Semassi. Il y a déjà travaillé et il a fait de très belles performances selon, lorsqu'on regarde un peu tout ce qu'il a eu à faire là-bas il y a quelques années. Et puis on va revenir un peu sur la liste de Koubadia Kader pour préparer le CHAN à venir. Merci de nous accueillir chez vous. Ici, aujourd'hui, on invite, on va dire, Komlan Maouko Simedo. Il est le président de la Fédération togolaise de canoë, discipline associée. On a en studio Benjamin Boukpeti, il n'est plus à présenter, le médaillé olympique togolais à Pékin en 2008. Il reste toujours le seul pour le moment. On va ensemble parler autour de ce Benjamin Boukpeti Open. On invite également Latif Irouma et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM. Au niveau de la vidéo, c'est bien Sir Fonelom. Et puis de l'autre côté, à la coordination technique, Olivier Koujo, ok. Merci de nous choisir. Je suis Franck Nounyama, à bientôt. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On est définitivement parti pour le premier numéro de Dingue cette nouvelle semaine. Et on vous l'a dit, on parle de la première édition de Benjamin Boukpeti Open là-bas à Anéro, les 19, 20, 21. Rebonjour Komlan Maouko Simedo. Bonjour Franck. Tout va bien? Ça va. Vous êtes le président de la Fédération togolaise de canoë et discipline associée. Sur les 3 jours, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est bon, médiocre, moyen? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est ouf. Ah, c'est waouh. Waouh, vraiment waouh. Comme vous l'avez dit, on ne s'attendait pas à tout ça. D'abord, le public, l'accueil, le public togolais a répondu présent pour pousser, soutenir nos athlètes. Et aussi la fête, les autorités locales ont fait le déplacement. On avait à nos côtés le préfet des Lacs, on avait à nos côtés le maire de la ville d'Anéro, des partenaires qui ont fait le déplacement depuis Lomé. La fête était vraiment... Vous êtes un président comblé. Vraiment, très, très, très comblé. Au niveau du canoë, vous êtes le premier responsable de ce sport ici. Sur ces 3 jours-là, le canoë a porté, les gens aiment ce sport. Vous avez constaté quelque chose comme ça? Bien sûr, Oui. déjà à partir de jeudi après la conférence, parce qu'en fait on a fait la conférence était en direct et les gens m'ont contacté personnellement. Il y en a qui sont venus de Lomé pour l'initiation. Même la ville d'Anéro aussi, il y avait des gens qui ne savaient pas qu'il y avait des bateaux, qu'il y avait des clubs à Anéro. Ils ont approché, ils ont été initiés, ils ont donné leur nom. On a encore des adhérents. Du coup, vraiment, je suis comblé. Voilà, sur ces 3 jours, il y a eu des démonstrations, il y a eu la visite touristique, il y a eu les co-jogging, on va dire, Zumba, compétition éliminatoire, marathon et remise de médailles. Donc, 72 heures de compétition, 72 heures, on peut le dire, de spectacle. Que retenez-vous? Qu'est-ce qui vous a marqué sur ces 3 jours-là?
Comme je l'ai dit, la participation du public, mais surtout le challenge. Moi, je suis un athlète, j'ai été athlète aussi, je suis un sportif, donc j'ai vraiment aimé le challenge qui a régné tout au long de la compétition. Parce qu'il y a eu des révélés, nous, on ne s'entendait vraiment pas à ça. Il y a des jeunes de 15 ans qui ont battu leur grande sœur, des gens qui étaient champions du Togo pendant longtemps se sont fait éliminer par des petites et des petits. Vraiment, ça m'a vraiment surpris. C'était vraiment impressionnant en tout cas. Alors, que voulez-vous dire par rapport à ce sport, le canoë qui est en train de prendre ici? Vous voulez encourager les gens, vous voulez répéter ces genres d'actions, ces genres de rendez-vous. C'est ce qui tourne maintenant dans votre tête? Ah bah, nous, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il faut foncer. Bah, écoutez, là, moi, personnellement, en tant que président, j'ai plus le choix parce que on a vu ce que ça a donné. Déjà, même à partir de samedi, les gens n'arrêtaient pas de m'appeler pour poser des questions. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est ce sport-là qui nous a ramené le premier et la première et la seule médaille que nous avons jusqu'à ce jour. Et malheureusement, les Togolais ne savent pas que ce sport se pratique au Togo. Et grâce à ce camp sportif international, beaucoup de Togolais se sont rendus compte que, bah, écoutez, il y a quand même du boulot qui a été fait. Le jour-là, le samedi, il y a eu des démonstrations. Il y a même eu une compétition où on a vu des enfants de 5 ans pagayer. Et ça, même le maire de la ville d'Aného n'en revenait pas. Du coup, après, on a eu des séances Il a failli rentrer dans l'eau. Bah, il s'est carrément levé pour filmer, prendre des photos. Oui. Après, il m'a posé plein de questions. Le préfet était là, le préfet n'en revenait pas. Il nous a dit, bah, pourquoi est-ce que depuis ces années-là, vous n'avez pas initié des compétitions et que c'est maintenant que, bon, il n'est jamais trop tard. En fait, c'est là où c'est intéressant. Ils se sont mobilisés, ils se sont intéressés à la chose et on a quand même beaucoup discuté dans les jours à venir. Beaucoup de choses vont bouger. En fait. La Fédération togolaise de canoë et disciplines associées a pu regrouper, a pu réunir combien, par exemple, d'athlètes autour de ce sport-là? Bah, en fait, on a beaucoup d'athlètes sur le plan national, mais comme c'était une compétition internationale, le nombre était limité. Ouais. Du coup, à part nos athlètes, ceux qui font partie de l'équipe nationale, avec la participation du Bénin, du Ghana, du Nigeria et un Français aussi, et on était au total 27 athlètes. 27 athlètes. Où se trouve le Togo dans tout ça? Ah bah quand même, le Togo en tête ou bien au milieu? En tête. Par exemple, pour le podium des garçons, le Togo a tout raflé. Et ça, c'était... Premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième. Ça, c'est une fierté. Et pour les dames, il y a quand même quelques personnes qui ont fait le déplacement depuis le Bénin. Mais heureusement et malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais la première place, c'était une Béninoise qui a remporté la médaille d'or. Et heureusement, elle vit au Togo, elle fait déjà partie de la fédération et elle a jugé pour cette compétition de concourir pour le Bénin. Tout à fait normal parce qu'elle est béninoise, mais elle vit au Togo. Et, elle fait partie de la fédération. Vous voulez lui faire la cour? Ah bah écoutez, on ne lui fait pas la cour. Elle est déjà parmi nous. Donc je sais pas pour si... devenir togolaise et... Ah bah pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. On verra bien. On verra bien. C'est une surprise en fait parce qu'il y a toujours... les Togolaises ont toujours été en tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour nos sœurs le samedi là, mais... Moi, j'ai vraiment aimé en tout cas. Aïvor n'était pas à leur côté? Aïvor était là en tant que spectateur parce que c'était pas sa discipline. Aïvor, elle fait plutôt l'aviron. Ouais. Et nous, c'est le canoë. Oui. Très bien. Benjamin Boukpeti, vous sortez d'un Open qui a porté votre nom. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant après ces 3 jours? Eh bien, bonjour Franck. Bonjour, oui. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est important de voir que cet événement qui a été initié par la Fédération de canoë, c'est un point, en tout cas pour moi, c'est un point de départ.
C'est un point de départ. Ça fait maintenant 2 années que je fais très très régulièrement le voyage jusqu'ici au Togo, enfin entre la France et le Togo, avec l'intention ferme de m'installer en famille. Donc là, ça sonne vraiment pour moi le coup d'envoi de mon engagement au développement du sport pour les jeunes au Togo. Alors, ce que vous avez pu voir sur ces 3 jours, vous avez pu toucher du doigt l'enthousiasme, la volonté, la détermination des jeunes à pratiquer ce sport. Là, je l'ai fait plus que le toucher du doigt. Ils m'ont frappé en plein cœur. Ah oui. C'était vraiment très enthousiasmant et surtout, moi, je suis conscient des difficultés pour progresser dans notre sport parce que c'est un sport qui demande quand même du matériel assez technique et surtout de l'encadrement avec un haut niveau de compréhension technique. Et là, on a des athlètes qui, finalement, par eux-mêmes, avec le peu de formation qu'ils ont eu et le quelques matériels qu'ils ont reçus il y a plus de 15 ans, finalement, à bien progresser, avoir des vraies habilités techniques, avoir des jeunes qui ont déjà de très bonnes aptitudes. Donc, je suis très agréablement surpris et ça me donne encore plus d'engouement à l'idée de dire s'ils peuvent déjà faire ça avec presque rien, qu'est-ce qui peut devenir possible avec un peu plus. Du moment où vous avez vu ça et ils vous ont frappé en plein cœur, dites-vous, alors qu'est-ce qu'il va se passer dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir? Alors là, c'est clair, c'est-à-dire que pour moi, la plus grande difficulté, c'est de réussir à transmettre et à apporter toute ma connaissance et mon expérience adaptée à la réalité que l'on vit ici au Togo. Donc moi, je m'appuie quand même déjà sur des exemples existants. Si on prend l'exemple, moi j'ai eu la chance d'être au bord des terrains de tennis pour voir notre équipe se qualifier dans le groupe 1 monde de la Coupe Davis. Ça, pour moi, c'est le genre d'exemple de OK, comment on peut partir de là où on en est jusqu'à rejoindre l'élite mondiale. Donc ça, c'est des exemples. Maintenant, on sait très bien que, d'ailleurs, le président de la fédération nous l'a partagé, ça demande une vision et surtout un plan stratégique. Donc on va s'inscrire, enfin je dis on, je me mets dans la fédération de canoë, mais en tout cas... on va s'inscrire avec la Fédération de canoë dans les directives du ministère des Sports, c'est-à-dire se doter d'un plan stratégique sur notre développement sur les 4 prochaines années. Objectif, Los Angeles 2028, donc un plan, mise en action, et on en reparle étape par étape. Le Togo capable de fabriquer d'autres champions comme Benjamin par exemple? Alors le Togo capable de fabriquer d'autres champions, moi j'en ai la certitude, sinon je ne serais pas là. Je suis trop animé par l'excellence sportive et par à quel point ça nous fait vibrer quand il y a des beaux événements et surtout quand un Togolais gagne. Donc voilà, après ma médaille, puis maintenant Adebayor qui a pris sa retraite, voilà, il nous manque d'avoir même plusieurs athlètes où le week-end on regarde les compétitions, on vibre, on rêve pour lui, on veut les voir, ou pour elle, on veut les voir en demi-finale, on veut les voir en finale, on veut les supporter. Donc voilà, ce que je veux, c'est contribuer à la reproduction, la création de ces phénomènes. Oui, le projet de Benjamin Boukpeti tourne-t-il seulement autour du canoë ou bien c'est regroupé canoë, kayak, aviron, tout ça mélangé? Alors, c'est important de voir que moi, mon expertise, elle tourne vraiment dans la performance de très haut niveau, l'état d'esprit qu'il faut avoir, le comportement qu'il faut avoir pour devenir un champion. Cette méthodologie, elle s'applique à n'importe quel sport, même au-delà. On peut l'appliquer même en entreprise, dans l'artisanat. C'est vraiment quel état d'esprit, comment je m'y prends pour réussir à atteindre le plus haut niveau. Donc, ça va s'appliquer à toute personne, j'allais dire chaque fédération, chaque coach, chaque athlète qui a vraiment le désir d'atteindre le plus haut niveau mondial, qui a vraiment le désir de se défoncer, de faire preuve de persévérance et de résilience. Je serai là pour eux, à leur côté, pour leur apprendre les méthodes, pour qu'ils trouvent les petits points de détail qui font la différence et aussi pour leur mettre à disposition mon réseau. J'ai la chance d'avoir un réseau mondial dans différents sports pour aller jusqu'au plus haut niveau. Donc voilà, vraiment faire bénéficier de tout ça pour que ceux qui ont vraiment la foi pour y aller, je serai à leur côté. Oui, et comme là, Maouko Simedo, vous avez quelqu'un comme Benjamin Boukpeti à vos côtés, mais vous vous dites que c'est l'occasion ou jamais, il faut totalement en profiter. Moi, je l'ai toujours dit à mes jeunes, en fait, quand tu veux réussir dans la vie, il faut avoir un modèle. Et dans notre sport, c'est un peu Adebayor du canoë togolais, quoi, tu vois. Donc, moi, avant même qu'il n'arrive, j'ai toujours dit à mes jeunes de l'avoir comme modèle.
Et c'est pour cela que je ne cesse de lui faire la cour, de le traîner un peu partout. Ah, Bah oui, bah, il est là. Il faut lui demander en fait. On est parti le chercher là où il est. Il est venu, il a constaté par lui-même ce qu'on a pu faire, comme il vient de le dire, avec le peu de matériel qu'on a, le peu de formation qu'on a. Et là, nous, notre ambition, c'est de faire plus de formation, travailler pour avoir du matériel. Parce que je l'avais dit la dernière fois quand j'étais de passage, si nous n'avons pas la chance d'aller participer à des compétitions à l'étranger, nous pouvons organiser ces compétitions et inviter les autres à venir. Parce qu'en Afrique, nous avons un nom. Je l'avais dit la dernière fois, la médaille de Benjamin, ce n'est pas seulement une médaille togolaise, c'est une médaille africaine. Ouais. Sur le plan c'est une première pour l'Afrique. Ouais. Sur le plan africain, c'est quand même un Togolais qui est arrivé à ramener une médaille. Du coup, pour moi, il est primordial qu'on puisse développer cette discipline au Togo pour qu'on puisse faire des compétitions internationales et inviter d'autres. La preuve, on l'a fait. Ce qu'on a fait la dernière fois, c'était juste un truc qu'on faisait, on voulait faire pour le Togo. Tous les kayakistes qui sont au Togo. Mais fort heureusement, ça a pris. Les gens nous ont contactés depuis l'extérieur, ils sont arrivés. La preuve, on a les images. Il y avait le Ghana, ils se sont bien battus même. Et ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, mais malheureusement, le Togo est plus fort. Donc, la prochaine fois, là, ce matin, j'ai discuté avec le secrétaire général de la Confédération africaine de canoë. Le président même m'a écrit pour nous féliciter. Et déjà, on est en train de parler de formation, de compétition, de la deuxième édition de Benjamin Petit Open. Donc, on peut le faire. C'est pas sorcier, en fait. On peut le faire. Et je peux vous assurer que dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, on va rehausser le niveau du canoë togolais. Ah oui, rehausser le niveau du canoë togolais, Benjamin, et d'ailleurs de tous les sports, ça demande beaucoup d'infrastructures, ça demande des moyens. Votre combat aussi sera peut-être celui qui fonce sur le fait d'avoir sur place du matériel adéquat. Et voilà, par exemple, quand on prend le kayak slalom, par exemple, on a de l'eau qui boue, on va dire complètement, qui bouge, qui est en mouvement comme des vagues. Mais une telle infrastructure, par exemple, je vais être un peu bizarre, coûte combien, par exemple? Ouh. Ouais. Là, on compte en milliards. Hein. Ah oui. Quasiment, ouais. C'est extrêmement cher. C'est en plus, encore plus si on veut le faire ici, parce que ça demande, c'est beaucoup de terrassement, de l'enrochement. Et en fait, même si on veut le faire, c'est pire que ça, dans le sens où le fonctionnement, en fait, par exemple, si on veut le faire dans notre région maritime, ça veut dire qu'on n'a pas les dénivelés nécessaires, donc on va devoir faire remonter l'eau, ce qu'on appelle. Donc on utilise des pompes, donc c'est extrêmement coûteux en électricité. C'est l'électricité qui fait fonctionner ça. Voilà, les infrastructures modernes, c'est ça. Mais après, on a quand même des rivières agitées. Hein. Quand on va sur le moyen mono ou le haut mono, je peux vous dire que même des kayakistes de très bon niveau ne s'y frottent pas parce qu'il y a quand même largement de quoi trouver de l'eau agitée. Maintenant, c'est aussi de la complexité à mettre en œuvre. Moi, mon approche, elle est, comme je vous l'ai dit, d'être en lien avec la réalité togolaise. On a déjà d'un cadre naturel extraordinaire. Quand on va là dans la préfecture des lacs, entre le lac et l'océan, c'est juste merveilleux, extraordinaire. Ce lac, il est magique. Les températures, elles sont parfaitement adaptées à la pratique du canoë-kayak. Donc maintenant, plutôt que d'aller chercher ce qui est compliqué et coûteux, d'aller faire du kayak slalom, en fait, on va se concentrer sur là on a de vraies opportunités, c'est-à-dire le kayak de course en ligne, où le matériel peut se conserver plus longtemps, et là où on peut réellement s'entraîner dans des bonnes conditions. C'est sûr qu'il y aura toujours un peu plus d'infrastructures à mettre pour accueillir des très grandes compétitions, de mettre des lignes d'eau, de mettre une tour d'arrivée, mais déjà là, on peut se préparer et aller chercher du très haut niveau africain avec ce que l'on a déjà. Là, ce qui va être important, c'est de faire venir du matériel. Donc, on pense déjà à la deuxième édition, président. Oui. Là, on n'a pas le choix, je viens de le dire. On pense déjà... Dans un an, c'est ça? Ça dépend, parce que ce matin, j'ai discuté avec la Confédération africaine de canoë. La prochaine fois, ils veulent envoyer beaucoup plus
de nationalités que cette édition. Ils ont voulu, mais on s'est pris un peu plus tard parce que, comme je l'avais dit, c'était juste une compétition qu'on organisait pour tout le Togo. Mais là, vu ce qui s'est passé, ils ont vu les images sur les réseaux, ils m'ont contacté ce matin, on a longuement discuté. Et déjà, je pense que dans les semaines à venir, on va commencer déjà par mettre un dispositif en place pour accueillir beaucoup plus de nationalités lors de la deuxième édition. Oui, au moment de vos discussions, et vous n'avez pas profité pour demander peut-être du matériel? En fait, moi j'ai un principe. Et imagine par exemple, deux personnes viennent te voir et ils te disent, par exemple, je veux un vélo. Et parmi les deux, il y a quelqu'un qui est venu avec, je ne sais pas, 2 roues. Parmi les deux, qui est-ce que tu peux aider? Mais celui qui a oui, c'est le minimum. Oui, le minimum. Voilà. Le problème des matériels, ça existait depuis. Et là, on vient de commencer à peine. On a juste organisé une seule compétition et la Confédération africaine s'invite. Ça voudrait quand même dire qu'il ne peut pas nous dire d'organiser une compétition internationale avec des matériels qui datent de 2010. Ce qui est sûr, on aura du matériel. C'est bien parti pour le Togo. Le plus important maintenant, c'est à nous de savoir comment s'y prendre. Je l'avais dit la dernière fois qu'ils veulent nous aider à fabriquer des bateaux ici au Togo. Est-ce qu'on attend, on les attend, ou bien nous-mêmes, on commence déjà par baliser le terrain, par commencer déjà par faire quelque chose comme ça, quand ils vont arriver, dire, il y a déjà ça, il y a déjà ça. Donc, ils ont juste besoin de ça pour que ça prenne. Du coup, les matériels, ça arrive déjà. Peut-être que Benjamin Boukpeti va mettre son réseau à contribution pour la construction de cette infrastructure. Pourquoi? D'une entreprise qui fabrique les bateaux, ça va pouvoir aider énormément. Oui, en tout cas, moi, mon réseau, il va surtout s'agir déjà dans un premier temps de faire du lobbying auprès de la Fédération internationale. Là, effectivement, on a un président qui est extrêmement enthousiaste, qui va de l'avant, qui fonce, qui a un projet ambitieux, qui est un merveilleux leader, qui, moi, me donne le tempo et m'oblige aussi à me mettre au rythme de la fédération. C'est pas moi qui donne le rythme, c'est moi qui dois m'adapter à la vitesse de croisière qu'il est en train de donner. Donc ça, c'est excellent. Et donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai accès plus rapidement au président de la Fédération internationale, à la directrice du développement. Et donc, j'ai la facilité de pouvoir échanger avec eux directement pour leur montrer les forces du Togo et qu'est-ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. Donc, comme l'a très bien dit notre président à l'instant, effectivement, balisons le terrain avec, comme il est en train de le faire. On a un événement, donc maintenant comment on fait? On fait cet événement avec un peu de matériel de fortune, ou vous faites en sorte qu'on fasse un très bel événement en Afrique. Et donc voilà, on est aussi en train de mettre c'est un petit peu un jeu d'échecs parfois. Vive la deuxième édition. Vive la deuxième édition. Oui. Que voulez-vous dire pour terminer? Qu'est-ce que je peux dire à part remercier tout le monde, nos autorités, tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont aidés à réussir ce beau projet. Je pense en l'occurrence aux premiers sportifs, comme j'ai l'habitude de le dire, à son excellence Fort Issa Zimna Nyasigwe, pour sa politique de paix. C'est justement cette paix qui nous a permis de faire cette compétition. C'est cette paix qui règne au Togo qui a donné la confiance à d'autres nationalités de s'inviter ici au Togo. Et aussi à Madame le ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, qui à la première minute où il a appris qu'on veut organiser une compétition, il nous a soutenus et il a mis les moyens à notre disposition. Il nous a donné 10 millions. Il a donné plus que 10 millions. Ah, très bien. Ouais. Êtes-vous sûr? Vous êtes sûr? C'est 20? Ou bien 30 millions? Écoutez, c'est pas seulement l'argent qui fait. Oui, on sait. C'est pas seulement l'argent qui fait. Mais c'est 15 millions qu'elle a donné? Peu importe. 5 millions? Peu importe. Est-il que c'est la première personne, c'est la première sponsor de notre fédération. Très bien. Toute première personne qui nous a appelés, qui nous a écoutés, qui nous a soutenus. Sans elle, je ne pense pas que ce projet allait voir le jour. Très bien. Et aussi le président du comité national, le président du comité olympique national, M. Deladem Akpaki, qui aussi a mis les moyens à notre disposition. On avait le bus toute la semaine pour faire véhiculer
les athlètes, c'est le bus qui nous a permis de faire un peu le tourisme à Nehor, les allers-retours. C'est le bus qui a pris les athlètes à la frontière et les a redéposés à la frontière. On a eu un appui technique de taille du Comité national olympique Très aussi. bien. Et nos autorités, les autorités locales, je veux parler du préfet des Lacs, M. Bénissan Tetevi Daté, qui il s'est prêté au jeu, il a fait les coups de jogging avec les athlètes, il est revenu plusieurs fois pour leur parler, leur témoigner sa gratitude d'avoir choisi sa préfecture pour cet événement, et aussi le maire de la ville d'Anéhor, monsieur Maître Akere Bourou, Alexis, depuis le premier jour jusqu'à la fin, il était présent. Très bien. C'était lui qui était arrivé pour lancer l'événement. Il était là à la clôture. Donc c'est une satisfaction totale en tant que fédération. Total. On ne peut pas demander mieux. Très bien. Merci d'être venu. Et vive la deuxième édition de Benjamin Boukpeti Open. Merci. Dingue de sport se poursuit sur la radio qui mouille le maillot Sport FM. C'est un week-end difficile pour les représentants togolais en compétition continentale. ASCO en Champions League, éliminé par Djoliba au deuxième tour préliminaire. La SCK, lui, a buté sur l'ASEC Mimosa, là-bas à Abidjan. Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien, oui, tout le monde voulait voir ASCO et ASCK intégrer la phase de poule des compétitions continentales, c'est-à-dire la phase de groupe de la Ligue africaine des champions et celle de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais malheureusement, c'est un week-end difficile puisque les deux clubs ont été battus et n'ont pas donc le droit de pouvoir continuer la compétition. ASCO, encore une fois battu ici à Lomé par Djoliba AC. Je propose d'écouter la réaction de Lambert Yao Amani, le coach des Condona. Quand vous êtes à un pas du but à atteindre, surtout qu'il y avait de la place, malheureusement on a mal joué le coup, donc forcément il y a un sentiment de déception. Après, il faut garder toute sa lucidité pour savoir que ça a été un adversaire difficile. On n'a pas bien maîtrisé le match, donc quelque part je dirais qu'on a ce qu'on mérite. Bon, c'est vrai que beaucoup de joueurs de cette équipe de l'ASCO n'ont peut-être pas l'expérience de ce genre de match. Ils ont confondu vitesse et précipitation, on a été un peu trop nerveux et rarement on les a mis en danger, sauf par Enoch. À partir du moment où on n'arrive pas à ressortir les ballons proprement, on n'arrive pas à mettre nos jeux en place, qu'on a sauté les lignes, surtout en première mi-temps. Voilà, véritablement, on ne les a pas bien rangés. Donc, comme j'ai dit, c'est sur la deuxième mi-temps, par un coup, on a été trop intermittent dans le jeu. Donc, je pense que l'adversaire qui a très très bien défendu, ils ont en plus un passé dans cette compétition-là que nous, et ça s'est ressenti. Ce soir, ils ont été plus agressifs dans l'engagement. Voilà, on n'a pas été au niveau du jeu, de la production, du contenu. C'était trop moyen pour prétendre à quelque chose de grand. Voilà, c'était trop moyen pour prétendre se qualifier. Voulait-il dire certainement déception au niveau du technicien ivoirien qui dirige l'ASCO du Togo. Voilà, Grégoire Attignon. Ce n'était pas prévisible une telle sortie des quintuples champions du Togo pour avoir déjà perdu de l'autre côté. Oui, on se disait que après donc la défaite du match aller, on s'attendait justement donc à une réaction du côté des jaunes et noirs de la COSA. Malheureusement, cette réaction n'a pas eu lieu hier. C'est plutôt beaucoup plus l'équipe malienne qui a joué, surtout en première période où le début a été très compliqué, difficile pour ASCO qui s'est cherché pendant longtemps sur le terrain. Les occasions n'étaient que pour les visiteurs. Et ce pénalty de la 11e minute est finalement arrêté par le portier d'ASCO de Kara. Mais par après, il y a eu d'autres occasions pour l'équipe de Djoliba. Il y a eu quelques réactions du côté d'ASCO, mais seulement que ce n'était pas véritablement ça. Il n'y a que cette balle de Enoch, quoique sur la barre transversale, lorsqu'il a
trompé donc la vigilance et du portier de la défense de Djoliba. Par après, c'est cette équipe malienne qui a fait le jeu. En deuxième période, Asco a semblé prendre le jeu à son compte, surtout avec les changements effectués donc par l'entraîneur. Mais très vite, il y avait quand même un dispositif en place du côté de Djoliba qui a énormément dérangé l'attaque d'Asco de Kara. Cette attaque n'est pas arrivée à franchir cette défense. En aucun moment, le portier de Djoliba a été mis en difficulté. Quelques frappes seulement, ce qui veut dire que cette équipe s'était bien préparée. C'est vrai qu'il y avait quand même cette pression sur ces joueurs d'Asco de Kara, mais moi je me disais que cette équipe avait quand même la possibilité de faire quelque chose par rapport au jeu produit au match aller, parce que oui, à l'aller à Bamako, Asco a souffert dans les 15 premières minutes, mais après avoir encaissé, on a vu la réaction de cette équipe. En deuxième période également, Asco avait joué. Si cette équipe avait continué sur cette même lancée ici, en début de partie ou encore en seconde période, elle pouvait faire quelque chose, mais on n'a pas véritablement reconnu cette équipe d'Asco hier face à Djoliba. Malheureusement, Latif Yorouma, bonne arrivée. Merci. Tout va bien. Ça va. Alors, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe d'Asco? Et l'expérience? Non, on ne va pas parler d'expérience. Il y a des joueurs. C'est vrai, j'ai entendu Amania parler des joueurs peut-être qui n'ont pas l'expérience, mais aujourd'hui, Asco a des joueurs qui ont eu la chance quand même de... Voilà, quand on fait la comparaison avec cette équipe malienne... L'équipe malienne n'a pas aussi d'histoire. Hein. Lorsqu'on parle de la Ligue des Champions, c'était aussi historique pour eux. Ils n'ont jamais accédé à la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, c'était du 50-50, hein, parce que Asco aussi a déjà joué la phase de groupe de la Coupe de la Confédération lorsqu'ils ont été reversés. Donc, moi, je me dis, quand vous avez des joueurs comme... Kouloupo, vous avez des joueurs comme Madjedje, des joueurs comme Bodé, Mahadiou. Je pense que quand même ces joueurs ont déjà joué soit en club, soit en sélection à prime. Et donc l'expérience, s'ils jouaient avec voilà, un grand club, parce que Djoliba est un bon club, mais pas un grand club. Donc moi je dis tout a manqué Asco. Asco a très mal joué. Voilà. L'option, c'était de ne pas sortir de ce match avec des regrets. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de regrets? On parlera de regrets si, par exemple, Asco avait bien joué, mais n'a pas eu de la baraka. On parlera de chance si, par exemple, Asco a gagné 2-1, mais parce que, voilà, ils ont perdu 1-0 à l'aller, ils ont été éliminés par rapport au but marqué à l'extérieur. Mais là, Asco n'a pas bien joué, Asco a perdu à la maison. Mais ça n'empêche pas d'avoir des regrets. Non, on parlera de regrets si vous faites bien les choses et que c'est sur un détail. Mais Asco a fait quoi hier? Par exemple, quand le président disait il y a un mois dans ce studio, après avoir passé le cap de Mongomo, on jouera contre Djoliba. Oui. Et qu'il n'y aura plus d'excuses si Asco ne passait pas. Oui. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, un homme qui doit avoir des regrets. Oui, c'est ce que je dis. Moi, vous prenez les regrets peut-être au sens premier. Moi, je dis, on regrette quand on avait peut-être fait ce qu'il faut, mais sur un détail, on tombe. Mais là, Asco n'a rien fait en fait. On n'a même pas pu faire match nul. On a perdu. Alors qu'il fallait gagner ce match. On n'a même pas pu faire un match nul. Si on gagnait ce match et qu'au tir au but, on nous éliminait ou on gagnait 2-1, on parlerait de regret. Mais ici, on n'a même pas joué. Parce que je me dis, toute l'équipe, il n'y avait que Sama, Mahadiou. Et si on sortait Sama, Mahadiou de cet effectif d'Asco, moi je me dis, Asco aurait pris un panier au match en première partie. Écoutez. Et donc, moi je dis, il y avait une équipe qui a très mal joué. Une équipe qui a même la préparation a été mal faite. Il faut avoir le courage de le dire. La préparation spirituelle, le marabout qui a préparé a mal préparé. On vous a dit qu'il se prépare à ce niveau? Moi, j'étais au terrain hier. Mais ce qui s'est passé... Et qui vous a dit on ne prépare plus les matchs sur cet angle-là. C'est révolu. Vous venez, match continental, un joueur reste sur la touche, et parce que voilà, il faut que l'autre... Mais écoutez, c'est quand on était au collège, au lycée, qu'on préparait des matchs comme ça. On ne prépare plus
des matchs comme ça. Donc, Maranatha et d'autres clubs l'ont fait ici il n'y a pas très longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps. On a vu même à Gaza sur un match ici, il a fait. Oui, mais à Gaza, n'est plus sur le continent, ça fait des années. Oui, mais ils l'ont fait en simple championnat de deuxième division, s'il vous plaît. Moi, je dis, le marabout a mal préparé le match, Asco a mal joué. Très bien. L'arbitre aussi a mal sifflé. Parce que dans ce match, ça dit que rien n'a été bien fait. Il y avait tout, donc c'est un week-end à oublier, tout simplement. À oublier. Oui, rapidement, Prosper. Oui, qu'est-ce qu'on retient? Je crois. Le manque d'expérience. Le manque d'expérience, le niveau, moi j'allais dire, parce que quand on prend à peu près le niveau des championnats, des championnats togolais et maliens, on risque quand même de dire que les Maliens par rapport à l'ensemble, vous voyez à peu près, sont plus reconnus que le Togo. En Coupe d'Afrique des Nations, on voit beaucoup le Mali. Le Togo, pratiquement, il y a quand même une forme donc, de comparaison à faire sur l'ensemble. Je crois que les Maliens hier ont mérité parce que Asco a bien terminé un match et pensait être encore dans cette posture, alors que les Maliens, eux, ils n'étaient plus dans cette posture. Ils ont préparé le match d'une autre manière. Et vous allez voir, hier, c'était la pression à haute dose. Les Maliens étaient là, présents. Au lieu de garer le bus, ils mettent la pression. Donc, ce qui a fait que déboussolé Asco. Complètement. Et là, hier, on a pu retrouver cette dynamique au sein d'Asco de Kara. Donc, je crois que c'est regrettable pour nous, Togolais, en tant que supporters du football togolais. Mais je crois quand même que... il faut continuer d'apprendre. Oui, on doit continuer. Il faut faire peut-être les choses d'une autre manière. Très bien, l'autre club togolais, c'est l'ASK. Oui, qui visiblement avait perdu toute chance de qualification ici en concédant ce but de réduction aux Ivoiriens ici. Et hier, à Abidjan, ils ont encore perdu là-bas. C'est compliqué, mais il faut faire avec. Et Jonas Kokou, comme l'a dit, qu'on pouvait mieux faire. On a pêché par les petits détails comme au match aller. C'était bien parti. En première mi-temps, on a eu 2 occasions nettes de but. Le football aussi, c'est comme ça. Quand tu rates tes occasions et que l'adversaire les trouve, il le marque. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, on a encaissé un but. Il ne fallait pas encaisser, mais c'est arrivé. Comme au match aller, vers la fin aussi. On doit s'en prendre à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si on avait marqué nos 2 occasions qu'on a trouvées quand on était à 0-0, je pense que les donnes allaient changer. C'est ça aussi le football. Et je félicite la SEC pour la qualification. C'est à nous d'aller travailler encore, revenir en force sur la saison prochaine. On s'est dit qu'on vient pour se battre, jouer, se qualifier, mais il faut reconnaître aussi la SEC, c'est un gros morceau du football africain. Mais on avait notre chance aujourd'hui. Si on avait marqué nos 2 buts, je pense que si ASEC revenait à 2-2, match nul, on était qualifié. Donc il y a ce côté expérience aussi qui est là. La gestion des grandes compétitions aussi a fait la différence parce que la SEC, c'est un habitué de ce genre de compétition. Aujourd'hui, on a pris des buts sur des petits détails. On n'a pas su bien gérer les temps forts de l'équipe adverse surtout. Si on avait su bien gérer, je pense que ça allait autrement. Mais dans le football, il faut ça, c'est le charme du football. C'est le charme du football, malheureusement pour les supporters togolais qui attendaient, on l'a dit, de voir les 2 clubs intégrer la phase de poule pour booster, on va dire, encore une fois, le championnat togolais, avoir d'autres clubs en compétition continentale. Mais ce ne sera pas le cas. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire ici aussi, c'est que rien n'a réussi pour l'ASK, ou bien c'est toujours l'hésitation, le manque d'expérience. On vendange ses chances, c'est ça? Oui, ici, par contre, on peut parler de regret. On peut parler de regret. Ce but-là, je l'ai dit sur ce plateau, que le but que ASK a pris dans les tout derniers instants du match aller, voilà, ce but-là sera préjudiciable par rapport à l'ensemble donc du résultat. Et effectivement, hier, il y a eu 2-0 pour la SEC, 2-1 pour la SK. Le mieux d'ailleurs, ASK a gagné une manche. Et la SEC a gagné aussi une manche. Mais le but à l'extérieur a compté. Le but à l'extérieur. Et ce but-là, qui a été célébré ici par les Mimos, on l'a dit, ça va peser. Ça va peser. Et malheureusement, ça a pesé. Parce qu'à 2-0, je me dis que ASEC n'aurait pas peut-être pu avoir ses ressources pour pouvoir en tout cas gagner 2-0 hier. Ça aurait pu être peut-être un nouveau casting. Le 11 de départ de Jonas ne devrait pas être le même si c'était 2-0. Le 11 de départ peut-être de Chevalier ne devrait pas être le même. Si la tactique, le schéma, tout cela. Mais à 2-1, on sait que 1-0, ASEC est qualifié. Et là, ils ont marqué 2 buts.
Et là, les regrets, c'est toujours sur ce but-là. Parce que si ASK marquait un but, peut-être qu'ils iraient au tir au but. Ici, moi, je peux parler de regrets, surtout sur ce but-là que ASK a concédé ici. Donc, moi, je dis, lorsqu'on fait l'ensemble, franchement, il y avait de la place. Il y avait de la place. On a vu une équipe de l'ASK qui a bien joué ici. Même si voilà, l'efficacité n'a pas été a manqué, et puis la solidité, ils ont concédé un but. Ils n'ont pas aussi été ridicules, ils ont pris deux buts, surtout à des moments où il ne fallait pas. Quand on prend un but dans le temps, pratiquement dans la dernière minute de la première partie, je me dis qu'il y a encore des choses à corriger. Mais c'est ça aussi la réalité du football. Ils sont éliminés malheureusement, tout comme Asco de Kara. Ils vont retourner ensemble à Kara, continuer quand même à s'entraîner, parce que les deux sont tout souvent premiers et deuxièmes. Ils vont venir encore se préparer pour finir premier et deuxième pour l'année prochaine. Oui, Grégoire, qu'est-ce qu'on retient? Non, mais je crois que, tel que Latif l'a dit, il doit avoir des regrets. Il doit avoir des regrets, mais je ne sais pas si au sein même de l'équipe, on a des regrets. Parce que quand vous voyez un peu dans quelles conditions les buts ont été encaissés, je me dis qu'on pouvait quand même éviter ces buts-là. Des erreurs d'inattention sur un corner où toute la défense était restée statique et quelqu'un qui reprend de la tête. Et là, même, il y avait un joueur de l'ASK sur ce côté-là, mais qui n'est pas arrivé à sortir ce ballon. Le deuxième but, quand on laisse l'adversaire contrôler puis centrer au deuxième poteau, il n'y a pas de couverture. Je me dis que c'est des buts que la SCK pouvait quand même éviter. C'est la même chose qui s'est produite la fois dernière, dans les derniers instants, ici à Lomé, quand ils ont encaissé ce but réducteur. Je me dis qu'il doit avoir des regrets, mais sincèrement, bon, ça a été un parcours un peu difficile pour la SCK, parce qu'au départ, ce n'était pas véritablement ça. C'est vrai qu'il y avait eu ce match nul de 2 buts partout face à l'Asfan. On n'attendait pas tellement cette équipe-là au deuxième tour, mais ils ont quand même réussi à aller surprendre la formation de la formation nigérienne. Les chauffeurs pouvaient aussi le faire hier s'ils étaient beaucoup plus concentrés sur le sujet. Il a manqué véritablement de la concentration, surtout en défense. C'est ça qui coûte aujourd'hui un peu à cette équipe. C'est un peu déplorable, parce que je me dis que des deux formations, la CK pouvait mieux faire. Elle pouvait mieux faire en quelques minutes. Non, moi je voudrais dire simplement, ou, je suis déçu également pour ASK, parce que la configuration dans laquelle elle a évolué au match aller, on a vu, elle pouvait mettre 4-0 la dernière fois. Latif l'a dit, le manque de concentration devant les buts. Ils ont vendangé leur chance au match aller. On pouvait revenir à 4-1, ça ne manquerait pas aujourd'hui. On a raté trop d'occasions. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur un aspect pour terminer. C'est que il faut au sein de nos clubs des psychologues. Vous savez, des matchs conseils, il faut les préparer psychologiquement, comme chez ASCO, comme chez l'ASK. Et puis, j'interpelle l'État togolais à construire des stades. Chacun joue chez lui. Chacun joue chez lui. Stades à l'intérieur. À l'intérieur, oui. Ouais. ASCO et ASK joueront chez eux. À Kara, ils auront je crois, comme on appelle ce flegme-là pour pouvoir se concentrer. Vous voyez, Mongomo a joué chez lui, Djouleba a joué chez lui, ASEC a joué chez lui, sur leur propre terrain. Et ça, il faut qu'on le mette dans la tête que aujourd'hui, il faut maximiser les chances spirituellement. Ça aussi, ce concept. Oui, très bien. Oui, on retient les leçons certainement. On va marquer la pause. Joué chez lui. Oui. C'est Abidjan, non? Félicia. Bon, il est Abidjan. Peut-être dans son environnement. Dans son environnement. C'est pas son terrain. Voilà, quand même. On va y aller. Merci de choisir Sport FM. Oloufade Adekami de retour à la tête de Semassi. Oui, vrai ou faux, Latif? Mais vous avez passé l'élément. C'est vrai? Oui, ben. Très bien. On va écouter Oloufade Adekami.
Ça fait toujours plaisir de revenir dans la maison où on connaît déjà et où on a fait de bonnes choses. Et on a de bons souvenirs aussi. Pour moi, je pense que c'est un plaisir de revenir. Et puis aider le club que j'aime tant pour vraiment remonter la pente. Parce qu'aujourd'hui, on voit que Semassi peine un peu. Et puis, côté sportif, ça ne marche pas tellement. Mais si toujours donner le coup de main, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je pense que déjà, le président qui est revenu, je ne pense pas le passé, c'est lui qui a donné 4 tirs quand même à Semassi. Je pense que son arrivée, et puis je pense que mon arrivée, je pense que ça coïncide un peu avec tout le bureau, le commerce de Semassi, et puis avec un nouveau entraîneur qui est arrivé. Je pense que c'est comme un nouveau élan. Et pour moi, c'est bon, c'est une bonne chose pour qu'au moins on puisse conjuguer quand même nos efforts, pour qu'on puisse vraiment monter l'équipe là où il doit être. Oui, un nouvel entraîneur, un nouvel élan. Voilà, Oloufade Adinkamni de retour. Les gens gardent de bons souvenirs par rapport à ses passages, on va dire, ou bien son passage. Non, son passage à la tête de Semassi. Oui. C'est l'homme qui peut transformer désormais Semassi. Il fait partie quand même de ceux qui peuvent transformer Semassi. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire seul? Parce que Semassi, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Bon, Semassi va jouer dans quelle division? Semassi va jouer en première division. Ah bon? Écoutez, est-ce que la fédération a communiqué Semassi dans... Donc vous communiquez à la place de Semassi. Semassi va jouer en première division. De toutes les façons, on n'est pas directeur de communication la pré-saison de Semassi en dit long. Est-ce que c'est le fait de disputer des matchs amicaux à tout bout de champ, c'est ça qui... La fédération même suit le regard de Semassi. Voilà. Parce que ne peut pas faire venir en tout cas Hassafok, Aspak, parce que voilà, il faut jouer la deuxième division. Donc ça vous mettez en première. Semassi se prépare pour la première division. Très bien. Ou pour la Ligue 1. Voilà, c'est ce que Semassi est en train de préparer. Et Oloufade n'est pas un entraîneur de deuxième division. C'est un entraîneur également de première division. Et je crois que Oloufade, par rapport à son passage à Sokodé, en termes de résultats, c'est l'un des meilleurs que Semassi a pu avoir. Il a fait deuxième, troisième. Il n'a pas été champion, oui, parce qu'il a fait 2017-2018 et puis 2018-2019. Ouais. Voilà, il a fini vice-champion, il a fini troisième. Je pense que quand un entraîneur quand même est à la tête d'un club et fait ses résultats, c'est bien. Oloufade a fini son contrat, contrairement à ce que beaucoup disent, voilà, qu'il a été limogé. Non, Oloufade n'a jamais été limogé à Semassi. Il a fini son contrat et il est parti. Et au contraire, c'est Semassi qui voulait quand même le prolonger, mais il est parti. Maintenant, le hic, c'est que les problèmes de Semassi ont commencé avec le départ de Oloufade. Aujourd'hui, il y a beaucoup quand même qui en veulent à Oloufade, comme quoi oui, c'est parce qu'il est parti que le club a commencé à avoir des problèmes, parce qu'il est parti avec les joueurs. Moi, je pense que c'est un débat. Les joueurs, normalement, sont liés à un club, mais pas à un entraîneur. Et si Oloufade part et que tous les joueurs partent avec lui, ce n'est pas la faute à Oloufade. C'est la faute en premier au club. Parce qu'on signe un joueur par rapport au club, on ne signe pas un joueur. Parce que je donne l'exemple de Chanley Chakala. Très rapidement, Latif. Oui. Quand Chanley Chakala est venu, il est venu avec 95% de joueurs pour Semassi. Mais quand Chanley Chakala est parti, il n'est pas reparti avec les joueurs. Bien. Les joueurs qui sont venus, ils ont terminé, ils sont restés. Donc aujourd'hui, c'est à Semassi de tirer les enseignements ou les leçons du premier passage de Oloufade. Et aujourd'hui, moi, je pense que quand même c'est un bon casting. Mais Oloufade seul ne peut pas le faire. Il faut que ça soit quand même un travail d'équipe. D'équipe prospère, oui, ça c'est important. Ça peut changer quelque chose, ça peut apporter quelque chose au club qui souffre depuis quelques années déjà. Voilà, seulement, Latif l'a dit, il faudrait qu'on laisse la main libre à Oloufade. Il est imposant, je le sais, mais le contexte et l'environnement... Il est imposant. Oui, il s'impose. Par son charisme. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit qu'on lui laisse la main. Non, il n'a pas. Je n'ai pas dit ça. Il a dit, après il dit maintenant qu'on lui laisse, qu'on lui laisse travailler. Vous ne voulez pas qu'on lui laisse la main? Que l'environnement... Mais si on ne peut pas lui laisser toute la main.
Non, Si on lui laisse toute la mettre demain, il est là, ça marche, s'il n'est pas là, ça ne va pas marcher. Très bien. Voilà pourquoi je dis que ça doit être un travail d'équipe. Voilà. Continuez très rapidement. Continue de la même manière. Enfin, on est dans le même tempo. C'est-à-dire qu'il faudrait que Olufade ait la latitude de faire son travail. Que le contexte environnemental qui souvent s'intègre dans le fonctionnement des entraîneurs ne puisse être encore effectif pour que Semassi aille vraiment dans le bon tempo. Ça va le faire? Pas facile d'être entraîneur de Semassi. Hein. Oui, et ça, ça Olufade le sait. Il le sait très bien. Si aujourd'hui il a accepté revenir donc à la tête de cette formation, c'est parce qu'il connaît un tout petit peu l'environnement. Et donc, je crois qu'il va travailler avec ceux-là aujourd'hui qui composent le bureau donc, de cette équipe de Semassi. Mais vivement hein, que ceux-là qui sont là à chaque fois, ils sont là, ils veulent mettre les bâtons dans les roues donc, de l'entraîneur, parce que l'entraîneur est en train de faire son travail et qu'ils ne sont pas directement concernés. Ils font tout pour essayer de mettre les bâtons dans les roues de l'entraîneur, qu'on laisse Olufade faire son travail. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé la saison dernière, que ce soit avec le premier entraîneur qui est arrivé, Urobori Taouraoué, ensuite pas Chanilé, Mouledeki Simbo. On a vu dans quelles conditions Abodji Kondo, dans quelles conditions véritablement Semassi a fini cette saison-là, qu'on laisse Olufade faire le travail et à la fin on le jugera sur son travail. Oui, on reviendra sur ce choix de Semassi certainement dans nos prochaines émissions. Merci Latif Yirouma, merci Prosper Abouklou, merci Grégoire Attignon, merci également à Benjamin Boukwiti et Komlan Maouko Simedo, président de la Fédération togolaise de canoë et discipline associée. Merci à Sir Vonelom pour la vidéo. Merci également à Olivier Koudjo. Portez-vous bien. À bientôt.